Toi qui incarnes l'incarnation, tu veilleras à donner un corps à chaque âme, afin qu'elle soit toute capable d'interaction autre que la parole. Avatar de l'incarnation, reine des nymphes et impératrice de l'Yggdrasil, elle est également l'âme sœur de Galim, avatar de la lumière, et l'écho d'Exdef, avatar de la désincarnation. Divinité polymorphe quasiment indestructible et capable de contrôler les éléments, elle est chargée de fournir de nouveaux corps à chaque âme de l'au-delà. Bonjour à tous, je suis Régulus et ce mois-ci j'ai décidé de braquer les projecteurs sur Zo. Zo a le pouvoir de changer d'apparence comme bon lui semble. Sous sa véritable forme, elle est une masse gélatineuse verte, indestructible et extrêmement malléable. Mais la forme qu'elle prend la plupart du temps est évidemment différente, plus humanoïde. En effet, son apparence favorite fait beaucoup penser à Poison Ivy, mais avec une peau ébène, un look plus tribal et surtout beaucoup moins sexualisé. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets d'employer le féminin pour parler d'elle. Malgré sa nature polymorphe et donc hermaphrodite, elle préfère prendre une forme féminine. J'ai déjà parlé de la polymorphie de Zo, mais elle a bien d'autres pouvoirs. Tout d'abord, en raison de sa nature gélatineuse, c'est l'une des avatars les plus increvables qui soit. Elle encaisse les chocs sans problème, ne peut pas être blessée par les lames et ne craint même pas le feu car elle peut absorber de grandes quantités d'énergie. Et c'est pas fini, elle peut maîtriser et se transformer en n'importe quel élément, ce qui lui fait changer de couleur au passage, peut entrer en symbiose avec la nature, qu'elle soit végétale ou animale, copier les pouvoirs de ceux dont elle prend l'apparence, se cloner et créer des golems. Ses capacités élémentaires viennent en grande partie de ses artefacts divins, surtout son arme, un tomahawk, et sa relique, une corne de brume. En raison de son immortalité, Zo a plus des limitations que des faiblesses. Ses seules faiblesses étant le poison, dont elle peut guérir rapidement, et la glace à laquelle elle peut échapper facilement. Et pour ce qui est des limitations, Zo est un peu la némésis de Régulus. Elle ne peut quasiment créer que du vivant avec ses pouvoirs, mais pas des objets, encore moins s'ils sont complexes et technologiquement avancés. Au mieux, elle peut fabriquer quelques armes et outils grossiers. Enfin, sa capacité à copier les pouvoirs d'autrui ne fonctionne que si elle touche sa cible au moment de prendre son apparence, et ne permet pas de mémoriser plusieurs aptitudes, ce qui signifie que si Zo rechange de forme, elle perdra les capacités copiées. Zo est l'impératrice de l'Yggdrasil. Cet empire fait partie de ce que l'on appelle les territoires éparpillés, c'est-à-dire qu'il ne s'étend pas sur une seule et unique large zone, mais sur plein de petits espaces réduits répartis un peu partout, principalement au purgatoire, mais aussi au nirvana et même dans les abysses. Oui, je vous ai un peu menti, les abysses ne sont pas si vides que ça. Bref, l'Yggdrasil c'est un territoire composé de plusieurs planètes forestières dont les arbres donnent des fruits à corps, des fruits contenant tous les éléments nécessaires pour recréer un corps. Chaque espèce d'arbre ne fait pousser les fruits à corps que d'un seul peuple, il y a donc des arbres à anges, à sirènes, à centaures, etc. Quand une âme est prête à se réincarner, elle a juste à entrer dans un fruit pour que celui-ci se mette à briller et à grossir. Il faudra tout de même attendre 1 mois avant que la régénération ne soit complète. Zo est la reine des nymphes. Contrairement à celle de la mythologie grecque, les nymphes de la mythologie RIP ne sont pas toutes des femmes. Tous les sexes et tous les genres sont représentés. Chacune d'elles est liée à un élément qu'elle peut manipuler, modeler pour en faire un golem ou en lequel elle peut se changer. Par exemple, une nymphe d'eau peut se changer en eau, manipuler l'eau et créer des golems d'eau. Enfin, elles sont capables de modifier leur apparence à différentes échelles selon leur niveau de pratique. Ça va du simple changement de couleur de peau ou de cheveux au changement de sexe, en passant bien sûr par la modification de la morphologie. Les nymphes les plus expérimentées sont même capables de se changer en créatures légendaires. Zo et ses nymphes étant fortement affiliées à la nature, leur symbole reprend le motif de la fleur à 4 pétales qu'on peut voir sur ceux de Mélodie et Kali, c'est juste que les pétales ne sont pas orientés de la même façon. Le pétale supérieur représente les corps, leur création et leur réparation, qui sont la raison d'être de Zo et de ses archanges, leur rôle étant de donner un corps à chaque âme pour qu'elle puisse s'incarner, se réincarner et ressusciter, afin d'accéder à tout ce qui nécessite un corps pour être accessible justement. Les 3 autres pétales représentent tout simplement ce qu'on appelle les 3 règnes de la nature. Vous les connaissez forcément, ce sont les règnes de l'animal, du végétal et du minéral qu'on a tous appris à l'école primaire. Oui, ça s'appelle vraiment des règnes, vous pouvez vérifier. L'histoire de Zo est intimement liée à une vieille légende sur la création des archanges. On raconte que les avatars auraient créé les premiers archanges en arrachant des petits morceaux de leur propre corps. Et dans le cas de Zo, on a la certitude que c'est vrai. Son corps étant composé d'une gélatine se régénérant excessivement vite, elle a pu créer un nombre impressionnant de nymphes en un temps record avec cette méthode. Quant au grand bouleversement, il a eu un impact relativement faible sur son moral, et même plutôt positif, puisqu'en apprenant la catastrophe et sa gravité, elle aurait juste répondu « fascinant ».
Faut dire, depuis qu'elle a pris ses fonctions, Zo a passé son temps à expérimenter toutes sortes de choses pour créer de nouvelles formes de vie, au point qu'elle est devenue une sérieuse rivale de Régulus dans le domaine alchimique. Donc de son point de vue, une modification du monde, aussi radicale et catastrophique soit-elle, c'est juste l'apparition d'un nouveau terrain d'expérimentation. L'implication de Zo dans la lutte contre Kaios est relative. Elle ne le combat pas parce que ce qu'il fait est mal et que l'arrêter est une bonne chose, elle le fait pour des raisons presque égoïstes en fait. Elle le fait par amour pour Galim et parce que la disparition du monde signifie la disparition de son terrain d'expérimentation. D'autant que Kaios veut créer un monde parfait, donc figé, donc fermé à toute modification ou évolution, ce qui n'arrange pas vraiment Zo. C'est aussi un peu ça qui motive Zo, elle veut que le monde continue de changer et d'évoluer en permanence, car elle a compris que c'est ce qui faisait son intérêt. C'est pourquoi elle est devenue la mère et la déesse de la nature, car s'il y a bien une chose qui ne changera jamais, c'est que la nature change partout, tout le temps, pour toujours. Comme expliqué dans la précédente Shorts, Zo ne s'implique dans la lutte contre Kaios que pour des raisons relativement égoïstes, et n'est pas vraiment motivée par l'idée de sauver le monde. Ce n'est pas que Zo est insensible au sort du monde, au contraire, elle est extrêmement émotive et se laisse souvent guider par ses émotions. Le souci, c'est que malgré son tempérament, elle se montre assez passive, ayant une philosophie de non-interventionnisme poussée à l'extrême. Paradoxalement, cet énorme défaut est dû à une de ses plus grandes qualités, sa capacité à s'adapter à presque toutes les situations, surtout sur le long terme. Ça vous a sans doute sauté aux yeux depuis longtemps, mais Zo est une personnification de la nature. Elle est même surnommée Dame Nature ou Mère Nature, et est donc à son image. C'est pour ça qu'elle est si moralement grise. Certes, la nature est indispensable à la survie de toute chose, mais elle est amorale, aussi belle qu'injuste, aussi harmonieuse que cruelle, aussi vitale qu'impitoyable.